Michel, qu'est-ce qui est venu en premier est-ce que c'est le titre ou est-ce que c'est l'histoire? Parce que enfin, un titre comme ça ne s'invente pas. Je ne sais pas si vous avez la chanson de Charlie Couture dans la tête depuis que vous êtes sur le projet, mais c'est assez incroyable. Alors, c'était un long, long débat, ce titre, en fait, parce que moi, tout départ, le roman s'appelait. Enfin, je tournais autour de Libellule, en fait. Il y avait quelque chose sur sauver Libellule, enfin voilà. Et mon éditeur aimait pas trop Libellule, enfin, ça faisait pas assez polar. Donc, après, moi, j'étais sur le titre de la chanson pure, c'est-à-dire Comme un avion sans aile. Pour l'éditeur, ça collait trop encore à la chanson, c'était pas assez autonome par rapport à la chanson. Voilà, et puis on a beaucoup tourné autour, et puis finalement, un commercial a dit pourquoi pas juste comme un avion sans aile. Et c'est parti là-dessus. Donc, mais ça a été un long, long processus parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore un écrivain qui avait suffisamment de poids pour imposer mon titre à l'éditeur. Donc voilà. Et au final, ça a plutôt évidemment bien collé. Voilà. Alors, vous dites, je crois que c'est justement avec ce bouquin-là que vous avez connu le succès. Et pourtant, c'est un album qui est adapté en BD un petit peu après Nymphéa à Noir, un petit peu après Mourir sur scène, etc. Pourquoi, d'après vous, l'adaptation en BD est venue après, justement? Alors, bah, je pense qu'en fait, les adaptations BD sont venues déjà un petit peu après, enfin pas évidemment, bon, et il fallait, je pense aussi que mes romans, comment dire, bah, connaissent le succès ou que moi-même je sois un peu plus connu. Enfin, il y avait cette idée, je pense que c'est pas non plus spontané que tous les livres, évidemment, soient adaptés en BD. Et puis c'est vrai avec Fred, on est tout de suite parti sur Nymphéa Noir, qui avait un challenge par rapport à l'impressionnisme, par rapport aussi à comment dire, une vraie, comment dire, un twist, quoi. Il y avait une vraie originalité dans Nymphéa Noir. Euh, un avion sans aile était beaucoup plus un polar, donc Fred le dira, mais sans doute finalement plus difficile à adapter parce qu'il y avait beaucoup d'informations à donner. Et puis peut-être aussi que un avion sans aile, c'était le best-seller. C'est le prototype du best-seller qui se vend à plusieurs millions d'exemplaires, voilà, comme ça, qui se vend sur plusieurs années. Donc, il y avait comme ça une espèce quand même, pas de monument, mais en tout cas, voilà, d'ouvrage très, très connu. Et peut-être que du coup, adapter un tel roman, c'est forcément plus compliqué, ça peut apparaître comme une opération purement commerciale. Et donc, moi, je suis en tout cas très content justement qu'on ait pris le temps, qu'on ne se soit pas précipité sur un avion sans aile pour se dire c'est celui qui est attendu par les fans, etc. Et justement, il y a eu d'autres BD qui sont sortis avant et ça a vraiment permis de faire une œuvre. Enfin, moi, j'en suis assez persuadé. Donc, de faire quelque chose qui a pris le temps, qui a bien maturé. Et voilà, donc je trouve que c'est plutôt très bien de ne pas avoir fait un coup comme font parfois les Américains où il y a un best-seller et puis l'année d'après, il y a déjà toutes les déclinaisons possibles en BD, en cinéma, en série. Bon, bah là, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été maturé. Sachant qu'en plus, Nymphéa Noir était déjà réputé inadaptable. Donc là, c'est ce qui était dit. Donc Oui, c'est-à-dire que Fred, toi, tu t'attaques en fait à des choses inadaptables. Après, Nymphéa Noir, un avion sans aile, tu n'as peur de rien. alors, je ne pense pas qu'un avion sans aile était inadaptable. Je pense que c'était vraiment une problématique différente. C'est-à-dire, Nymphéa Noir, il y avait un défi qui consistait à. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu Nymphéa Noir Ouais. mais il y avait un défi qui consistait à ne pas voir à l'image l'astuce qu'on ne voyait pas dans le roman. Donc, c'était Ouais. un vrai défi stylistique, etc. Un avion sans aile, le défi, je pense, c'était plus de simplifier une histoire extrêmement dense, touffue, un récit d'ambiance, donc on est plus proche d'un polar. Et donc il fallait trouver tout de suite un angle, voilà, une façon de le montrer. En fait, Nymphéa Noir, j'ai l'impression que ça veut dire soit c'était complètement réussi, soit c'était raté. On ne pouvait pas faire un entre-deux. Un avion sans aile, le risque, c'était de faire une BD banale, un énième polar, voilà. Et voilà, alors que finalement, si un avion sans aile a eu du succès, c'est sans doute qu'il y avait un certain nombre d'ingrédients dans ce roman. Et d'ailleurs, il y a une adaptation télé qui, à mon sens, a complètement est passée à côté de ces ingrédients. Et Mm. donc, le travail qu'on a fait avec Fred, ou que le travail Fred a fait en grande partie, c'était d'essayer de conserver ces ingrédients dans la BD, qui, moi, me semble parfaitement réussi.
Donc Fred, si on revient aux adaptations, donc toi, qu'est-ce qui t'a intéressé dans les romans de Michel Bussy, Nymphéa Noir et Bah, Un avion sans aile? à la base, c'est vraiment la rencontre avec Michel. Voilà, moi, j'ai pas fait ça. En fait, l'histoire, c'est que on habite la même ville, donc on s'est rencontrés. À l'époque, il y avait un éditeur de Dupuis qui était aussi René, qui est toujours d'ailleurs. On s'est rencontrés tous les trois. Et, eux ont fait leurs affaires ensemble, c'est-à-dire que Michel avait envie de voir ses BD adaptés. Et puis ils m'ont appelé en disant voilà, j'avais jamais lu un bouquin de Michel à l'époque. Mhm. Et donc, j'ai lu Nymphéa Noir parce qu'ils avaient discuté ensemble et je trouve que c'était un choix vachement pertinent, justement, de commencer par une espèce d'Everest qui était aussi celui qui n'avait pas du tout trouvé de débouché audiovisuel parce que personne ne voulait s'y lancer, en fait. C'est là le côté inadaptable. Et moi, Mhm. je l'ai lu et puis on s'est rencontrés avec Michel. Et là, je lui ai dit écoute, en BD, ça va être corsé, mais ça va pas non plus être un exploit parce que il y a vraiment dans l'Enfer Noir justement, vu qu'on l'art de la BD, c'est l'art de l'ellipse, on va vraiment pouvoir dans une même planche passer d'une époque à une autre sans que les gens s'en rendent compte. Ça va être assez simple à faire. Au cinéma, c'est l'enfer. Il y a le problème des actrices, il y a le problème du casting qui est difficile. Mais là, bon, après, j'avais aussi la difficulté qui était de trouver le bon dessinateur. Et là, quand Didier est arrivé, c'était sûr qu'on avait le bon équipage. Voilà. Donc ça, c'était le premier truc. Ce qui m'a intéressé, moi, en fait, dans ce projet-là, bah, c'est justement de ne pas du tout le prendre comme un coup. C'est-à-dire ce que vient de dire Michel. Quand tu adaptes Michel Bussy, tu peux dire ah bah ouais, c'est un super best-seller, donc on va en vendre plein, donc on fait n'importe quoi, puis ça va se vendre quand même. D'accord, on peut faire ça, on peut faire ça. Et moi, ça m'a pas, enfin, c'était pas le problème à l'époque. Je gagne bien ma vie. Voilà, je suis sur des projets qui m'intéressent et j'ai la chance de ne pas avoir à faire de BD alimentaire. Voilà. Et donc, ça c'est vraiment une chance. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, donc quand on s'est rencontrés, moi je dis, ben, on va le faire, mais on va le faire, mais on va prendre le temps. Et bon, voilà. Et Un avant sans elle, ben, c'est la même chose. Alors que quand on a commencé à bien s'entendre, parce que là, le principe, c'était que moi, j'adore avoir Michel sous la main, en fait. Donc, il relit tout et on discute. Voilà. Et moi, je fais l'adaptation, il relit, notamment les dialogues, parce que j'y tiens. C'est ces dialogues, et moi, je les malaxe, j'en fais de la BD. Mais je veux quand même qu'il ait le dernier mot sur ces dialogues, parce que c'est les siens. Et donc, c'est une chance. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et donc, vu que ça je crois la première fois, j'avais déjà 2-3 solutions sur les petits pièges des nymphéas. On s'est vite bien entendu, c'est vrai. Et donc, on a assez vite parlé d'un avion sans aile, parce que Un avion sans aile, c'était vraiment, ouais, c'est ça, le roman du succès. Et donc, celui-là, je l'ai lu aussi. Et là, je me suis dit, waouh, là, il y a beaucoup plus de boulot. Beaucoup plus de boulot. On ne peut pas faire ça en 120 planches, par exemple. J'ai tout de suite senti les 150 parce que 3, 4, 5 lieux, si on prend les transports en commun comme un lieu, ça en fait 6, quoi. Une grosse recherche diepoise qui, moi, m'intéressait vraiment, mais de la faire à fond, quoi. Donc voilà, on est parti comme des débiles. Hein. C'est vraiment, faut pas chercher à. Là, faut y aller, quoi. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et puis, bon, bah, c'est pareil, recherche d'un dessinateur. Sans le dessinateur, on fait rien. Donc là c'est Mathieu Ménage et MM qui il savait parce qu'on se voit beaucoup, on est très potes avec MM et donc c'était je sais pas, il y a 4 ans peut-être, je sais plus quand est-ce qu'on a démarré tout ça, moi j'ai pas les dates en tête, peut-être 3 ans. Bon bref, il m'a offert L'Appel à la nuit de Nicolai qui venait de sortir. Et en me disant, écoute, pour Un avion sans aile, ça sera super. Je prenais même mon manager. Et je ne connaissais pas du tout le travail de Nicolai. Moi, j'ai ouvert L'Appel à la nuit, je l'ai lu. Je trouvais ça génial. Vraiment, quoi. Enfin, tout ce que fait Sarbacane m'intéresse de toute façon. Donc, souvent, je regarde Sarbacane, ce qu'ils font. Je trouve que c'est un éditeur qui défriche énormément. Voilà. Donc, j'ai appelé Nicolas. Au début, il a dit ouais, non. Il n'était pas, parce qu'il avait d'autres trucs. Et puis, au bout d'une semaine après, il a rappelé en disant ouais, c'est toujours valable l'offre et tout. Puis voilà, on est parti comme ça, avec un vrai travail d'auteur, quoi, en fait.
Voilà. Et donc, Pour Nicolas, enfin, j'espère qu'il va nous en oui, dire plus tout à l'heure, mais c'est un vrai défi aussi. Et puis, c'est un vrai terrain de jeu. Il y a quand même des époques différentes. Parce que 18 ans, même en termes vestimentaires et en termes d'architecture, ça change. Il y a des lieux différents. Il y a Dieppe, il y a Paris, il y a Turquie. C'est un super terrain de jeu. j'avais par exemple, si tu veux, j'avais un truc et je pensais que ça allait être simple à trouver, mais ça n'a pas été si simple. Parce que, bon, évidemment, Michel et moi, on est normands, donc Dieppe, on connaît depuis longtemps. Et Dieppe, c'est une ville qui. Ah, le voilà, non? Dieppe est une ville qui a beaucoup changé ces 30 dernières années, avec notamment, si vous connaissez, ce que vous voyez dans la BD avec le train, là, la séquence, le grand dessin avec le train, tout ça, ça n'existe plus, par exemple. Le train n'entre plus dans Dieppe parce que, donc, à l'époque, le terminal des croisières était dans ce qui est actuellement le port de Plaisance, en fait. Et donc, c'est une ville qu'on ne pouvait pas montrer Dieppe en 1981 en dessinant le port de Plaisance. Là, les points nous auraient dit ça ne marche pas. Donc, il y a eu un gros travail de documentation. Sur Paris, c'était plus simple parce que Paris bouge moins. La butte aux cailles, je ne pense pas que ça ait beaucoup évolué. Voilà, le métro, bon, voilà. On a fait des recherches sur les trains. Tu vois, c'est pareil, le train de le Paris-Rouen, évidemment, ça fait 35 ans que je le prends. Donc, je me souviens parfaitement de comment était la gare Saint-Lazare il y a 30 ans. Et on ne pouvait pas se permettre de faire la gare actuelle, puisqu'elle a 10 ans, cette gare. Et, tu vois, il y avait tout ça. Et ça je trouve que c'est hyper marrant à faire. Enfin, pour les auteurs de BD, on adore ça. Sinon, donc, moi, j'ai quand même aidé un peu Nicolas, parce qu'il y avait un boulot de documentation. Et puis, bon, alors, on a fait aussi un vrai repérage. Nicolas et moi, on est allé avec un copain, on est allé visiter vraiment le Pollet, on y a passé beaucoup de temps. On lui a expliqué ce que c'était que le Pollet, ce quartier de pêcheurs, toute cette tradition populaire qu'il y a dans ce lieu et qui est vraiment dans le roman. Moi, c'est vraiment les scènes que j'adore parce que là, c'est vachement bien décrit, quoi. Donc, il fallait arriver à adapter Michel en restituant cette ambiance qui est décrite, cette ambiance populaire. Et là, pareil, là, ça passait par le dessin. Et donc, moi, je trouve que c'est vachement réussi, quoi. Il s'est vraiment fondu dans le truc. Plaisant et c'était en même temps un tour de force. Alors, dans ces moments-là, en tant que dessinateur, on est content de se lancer dans un défi pareil et en tant qu'être humain, on peut flipper un peu et se demander est-ce qu'on va être à la hauteur. Mais enfin, c'était plutôt une partie de plaisir. Pour ce qui est du passage de temps, c'est quelque chose de très dur de faire vieillir des personnages tout en gardant quelque chose qui garde leur essence en quelque sorte, en sachant qu'en plus, c'est des personnages qui sont un peu changeants psychologiquement pour certains d'entre eux. Enfin, donc voilà, donc ça venait encore complexifier la chose. Et puis, pour la diversité de lieux aussi, pareil, c'était à la fois un défi et une partie de plaisir. En plus, on a pris le parti d'un certain réalisme dès le début dans la représentation des lieux. Donc, c'était vraiment, il s'agissait qu'un Parisien puisse reconnaître le métro parisien, qu'un Diepois puisse reconnaître le front de mer de Dieppe, etc. Enfin, c'était vraiment le pari qu'on avait fait. Donc, il s'agissait d'être à la hauteur, quoi. Ça, c'est super important parce que quand tu adaptes Michel, tu vois, Michel, il est géographe, en fait. Donc, la géographie fait intégralement partie du projet, du roman, toujours. Moi, je ne les ai pas tous lus, hein, mais j'en ai lu 5. Dans les 5, la géographie est toujours déterminante. Et donc, le choix de l'adaptation, c'est un peu comme quand tu présentes un personnage historique. Si tu veux, tu ne peux pas lui faire des choses qu'il n'a pas faites. Tu peux extrapoler un petit peu, tu peux un peu mentir, tu peux un peu. Voilà. Mais quand tu adaptes un géographe qui, lui, a observé les lieux et les restitue avec ses mots, la moindre des choses, c'est d'essayer effectivement de redonner aussi une espèce de vérité qui est une fausse vérité, hein, mais que les gens, vraiment, ouais, c'est ça, il a raison, Nicolas, que le Diepois dise, mais attendez, c'est Vol-les-Roses, là, c'est pas Dieppe, là, ça marche pas, ça, ou c'est Le Havre, ça marche pas. Donc, voilà, c'était important, c'est pas que du luxe, quoi. Justement, d'autant qu'il me semble que la série télé avait été tournée à Dunkerque et pas à Dieppe. Michel, ça vous a fait plaisir de voir enfin le Dieppe représenté en images? Oui, non, mais c'est vrai, mais tout ce que dit Nicolas et Fred est vrai, c'est-à-dire que l'une des qualités de la BD,
c'est vraiment de retrouver cette atmosphère qui était dans le roman et qui est quand même effectivement un point récurrent de mes romans en général. Et je pense que ça participe beaucoup à l'atmosphère et donc à la réussite. Et justement, ce que n'avait pas su faire la série télé. C'est-à-dire le fait pour croire à ces deux familles, pour croire à cette famille parisienne des bords de Marne d'un côté et puis à cette famille diepoise, eh bien le réalisme du trait joue à mon avis, pour beaucoup, pour le fait qu'on sente cette différence très très forte de lieu et donc de famille et donc de statut social. Même chose sur ce road movie de Marc, effectivement, quand on a des choses très réalistes sur le métro, sur la fête des pas perdus de Saint-Lazare, sur le train jusqu'à Dieppe, et ben, ça donne vraiment quelque chose qui à mon avis, donne cette atmosphère, voilà, du train corail des années 80, ou au contraire. Voilà. Donc tout ça étant quand même, à mon avis, essentiel. Et puis, c'est une lapalissade, mais pour faire croire une histoire un peu abracadabrantesque, comme l'est Un avion sans aile, comme le sont souvent mes romans. C'est-à-dire, voilà, il y a quand même il faut avaler une pilule d'une histoire qui est quand même assez tordue. Eh bien, moi, je parsème mes romans de beaucoup de détails réalistes, hein, qui font qu'on y croit. Et c'est évidemment le cas de cette BD qui fait qu'à mon sens, voilà, il y a à la fois une poésie qui s'en dégage, il y a comme ça une mélancolie, enfin quelque chose qui est présent, mais on y croit toujours parce parce qu'on a une série de planches qui sont superbes et avec ce sens du détail. Et puis ce que j'aime beaucoup dans ce que fait Nicolas, c'est effectivement il y a ce côté très réaliste, mais avec à chaque fois un cadrage qui restitue bien, je trouve, la mélancolie voilà, la poésie qu'il y a dans cette émotion-là. Qu'on soit en Turquie, qu'on soit ailleurs, il y a toujours ce petit sens du détail qui fait qu'on est vraiment dedans, quoi. Et ça, voilà, mon roman, je l'ai un peu conçu comme... voilà, il y a un côté road movie, il y a un côté on est en Turquie, on est dans les forêts du Jura, on est au bord de mer à Dieppe, et il fallait que... Enfin, c'est vraiment un tour de force, hein, de le faire. D'ailleurs, je pense que si la série télé est un peu ratée, c'est qu'ils n'ont pas eu les moyens de le faire. Ils n'ont tout simplement pas eu les moyens de tourner dans 10 endroits différents. Et la BD a ces moyens de mettre le paquet pour que comme on dit, que ça ait de la gueule, quoi, que les décors soient vraiment là. Alors justement, vous parliez de rendre le récit vraisemblable. Si on pitch en quelques lignes En avion sans aile, je pense que personne n'y croit. C'est-à-dire retrouver un bébé vivant après un crash d'avion sans que personne ne le reconnaisse, franchement, personne n'y croit. Et justement, c'est au fur et à mesure des pages, on dirait que vous mettez à la place du lecteur en disant qu'est-ce que va se poser le lecteur comme question, comment je peux rendre le récit vraisemblable. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'au fur et à mesure des pages, on rentre vraiment dans le récit. Alors qu'au départ, on se dit mais non, mais c'est quoi cette histoire? Ouais, mais ça, si tu veux, c'est le principe des films d'Hitchcock, par exemple. Tu vois, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, Hitchcock disait que dans les entretiens avec Truffaut, il disait que tu as le droit Michel a employé le bon terme tout à l'heure, c'est un peu gros, une fois par histoire. C'est-à-dire que les gens acceptent une fois. Alors tu leur dis, voilà, c'est la règle du jeu. Alors effectivement, quelqu'un qui va commencer la BD ou le roman et qui va dire, mais non, un bébé qui est éjecté d'un avion, c'est pas possible. Et ben, s'il n'a pas envie de faire de faire le voyage, il ne le fait pas, il referme le livre. Mais je pense que la plupart des gens aiment se faire embarquer. Et donc là, il y a un postulat de départ, effectivement, qui est énorme. Et finalement, l'intérêt du récit n'est pas là. L'intérêt du récit, il est sur la confrontation de ces deux familles. Moi, j'ai trouvé une petite formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est le pot de terre contre le pot de fer, mais sauf que le pot de terre gagne à la page 12 et il en reste 138 après. Et donc, on s'amuse, le roman s'amuse à décortiquer tout ça, ce pouvoir de l'argent, et puis aussi cet argent qui finalement sur Lily ne va pas avoir beaucoup d'impact. Ça c'est les grandes lignes du roman, en fait. Donc voilà, nous après on s'est bien amusé, mais c'est vrai que il fallait aussi, on dit toujours que plus le mensonge, plus on doit mentir, plus il faut que le mensonge soit gros. Donc,
Là, on démarre avec un crash d'avion, et puis on dégomme les sapins, puis on y va, quoi. Et après, bah, voilà. Mais après, on n'en parle quasiment plus de ce crash, en fait. Oui, Alors, tu parlais de… Oui. Pour être là-dessus, oui, c'est vrai que bon, la base d'un avion sans aile, c'est un fait divers complètement fictif, mais on est dans le fait divers, le crash d'avion, le survivant, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais utilisé de vrais faits divers dans mes romans, mais j'utilise le pur ressort du fait divers, qui évidemment, on le sait toujours, le fait divers est toujours plus grand que la vie. Enfin voilà, il y a toujours des faits divers qui nous scotchent parce qu'on se dit mais c'est pire qu'un roman, quoi. Et il y avait cette idée-là au départ, c'est-à-dire d'utiliser les médias, comment des médias vont s'emparer d'un fait divers, comment les rebondissements du fait divers vont être… voilà. Et donc, il y avait aussi cette idée de placer un enfant au milieu de toute cette tourmente. Donc ça, évidemment, ça m'intéressait, mais c'est évidemment difficile parce que dans le roman, on a le temps. Là, pour la BD, il ne fallait pas se perdre dans une foule de détails techniques d'une enquête, d'un procès, etc. Et ça, c'était aussi, je pense, Fred a bien galéré pour élaguer de manière à ce que, voilà, il y a cette crédibilité. Surtout que c'est un roman particulier parce que dès le départ, enfin, il y a une double enquête, mais on est obligé de passer par cette phase d'enquête au départ pour qu'effectivement Lily soit remise au vitral. Et donc, cette phase-là technique, elle est, comment dire, ouais, elle est intéressante parce qu'elle crédibilise l'ensemble, mais il ne faut surtout pas qu'elle soit roborative ou qu'elle soit, voilà, qu'on ait envie de lâcher le bouquin parce que déjà, ça nous emmerde. Donc techniquement, c'était pas facile à écrire et je pense que pour la BD, c'était pas facile non plus à faire, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Après, peut-être laisser Nico aussi parler, mais ce truc-là, c'est justement, il fallait, toute cette première partie, il fallait surtout pas essayer d'économiser de la place. C'est un peu technique, ce que j'explique là, mais il fallait surtout pas. Parce que justement, il fallait, vu que c'est très, très, très démonstratif, bah, il fallait à la fois, je m'en suis servi pour vraiment rendre les personnages attachants. Donc, il fallait surtout pas se dire, celle-là, il faut qu'on s'en débarrasse, parce que c'est la partie technique. Sinon, là, je pense que beaucoup de gens auraient décroché. Parce qu'en BD, on n'a pas l'indulgence qu'ont les romanciers. Les gens acceptent en roman de galérer 30, 40 pages, de dire, ouais, mais là, il s'installe et tout. Puis le lecteur de roman n'est pas forcément le lecteur de BD. Il y en a qui font les deux, c'est mon cas. Mais en BD, on sait que si on n'a pas ferré les gens à la page 5, c'est généralement perdu. Donc, il fait, le premier défi de cette adaptation, c'est pour ça qu'on n'a pas les innés. Et que j'ai dit à Nico, je ne sais pas si tu t'en souviens, où j'ai même mis dans le script, je crois, que cette page où on n'a que l'explosion, elle ne sert pas à grand-chose, sauf elle respire. Elle permet de respirer. Et après, hop, on repart et on présente des personnages un par un, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, finalement, j'ai gardé des petites anecdotes pour les rendre simples, pour les présenter, quoi. Et ça c'était le défi de la première partie. Après, on est plus dans une mécanique de polar, une course-poursuite, voilà, bon. Mais c'est vrai que pour l'adaptateur, la première partie était justement la plus passionnante à adapter, c'est sûr. Et en termes de lisibilité aussi, donc effectivement, il y a deux enquêtes, donc celle de Crédule et celle de Marc. Il y a des cartouches de couleurs différentes pour bien faire la différence entre les deux. Qui c'est qui a eu l'idée justement de ces couleurs différentes? Vas-y, Nico, raconte. Bah, je suis plus très sûr de la genèse de la chose, mais il me semble que c'était, comme pour beaucoup de choses de cette BD, c'est né de discussions et d'un choix commun. C'était très important de faire ressortir particulièrement le journal de Crédule, parce que déjà c'est un journal, donc c'est pas une voix off comme une autre, c'est un narrateur peu fiable, comme on pourrait dire en littérature, je ne sais pas. Donc, c'est bien que le lecteur se souvienne que ce n'est pas une voix off, quoi, que c'est un être humain qui parle et que, voilà, que ça peut jouer des tours. Et donc, on a trouvé cet artifice de lui donner une texture de papier qui évoque le papier d'un journal et qui l'ancre un peu plus dans le réel, là où les cartouches en bleu sont en quelque chose d'un peu plus classique dans plus l'esthétique BD traditionnelle, quoi. Et du coup, c'était intéressant de mêler les deux, justement, comme c'est une BD où on passe d'un récit à l'autre de manière assez acrobatique, il fallait
penser au lecteur et se demander comment on allait rendre ça à la fois lisible et dynamique et clair. Ouais, c'est ça. En fait, le choix d'adaptation au départ, dans tout ce bazar de fil là, c'est que je me suis dit, il faut qu'une seule voix off, enfin, qu'une seule, que ça soit le journal, qui soit sans queue de bulle, en fait. On va parler plus simplement, sans queue de bulle. Et donc, il y a une personne qui n'est pas présente, mais qui est notre éditeur, Cédric Hillan, qui a aussi beaucoup participé à ces mises au point, en fait, parce qu'on a eu beaucoup d'allers-retours avec Nico. On a, mine de rien, c'était quand même 170 pages. Hein, et 172. 172, pardon. Et, et donc, ouais, c'était vachement intéressant de bien baliser ça. Il fallait trouver jouer avec tous les. C'est ce que j'ai aussi beaucoup expliqué avec Didier quand on a fait les Nymphéas, c'est qu'on a l'adaptation, adapter quelque chose en bande dessinée, c'est ramener tous les outils de la BD au roman initial. Le roman, on l'oublie. Au revoir, Michel. Non, je suis là. Le roman, on l'oublie. Le lecteur, lui, on ne s'adresse pas aux gens qui ont lu Un avion sans aile. Donc, il y a certains lecteurs d'Un avion sans aile, j'espère la moitié, hein, va acheter cette BD. Mais on s'adresse aussi, nous, beaucoup au public BD, donc on ramène nos outils. On fait de la BD. On fait de la BD. Et le roman est notre matière première. Ça, pour moi, c'est vraiment déterminant. Vraiment, c'était. Voilà, c'est. Enfin, ce que j'essaye de dire, quoi, c'est que c'est une super matière première pour essayer d'en faire une bonne bande dessinée. C'est important. Alors justement, en termes d'outils que pour faire la BD, il y a une scène que j'aime beaucoup, alors, je ne sais pas si vous l'avez à l'écran, c'est la première rencontre entre Mathilde et Nicole. Ouais. En termes de rapport de force, lorsque en fait, Nicole est dans sa baraque à frites, elle surplombe Mathilde, et au fur et à mesure que Mathilde donne ses explications, en fait, les rapports de force commencent C'est ça. voilà. Et ça, justement, ça, c'est ce que peut offrir la BD par rapport à d'autres médias. Ouais, c'est des choix de mise en scène. C'est vraiment dans une scène comme ça, en plus, vraiment tout est. C'est de l'horlogerie fine, quoi. Je me souviens de Fred qui insistait, il faut absolument que Mathilde ait un carré Hermès parce que c'est un signe ostentatoire de richesse, etc. Enfin, tout est, tout est codé, quoi. Et la posture des deux, effectivement, ça, je pense que c'est, j'en suis à peu près sûr d'ailleurs que c'est Michel qui a eu cette idée, encore que c'était peut-être dans le roman, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, l'aspect visuel comme ça, c'est né au moment du storyboard, et on était tous d'accord qu'il fallait jouer cette carte-là pour cette scène, ouais. Ouais, ce qui est assez fascinant quand on voit, enfin, quand on écrit le roman, puis qu'après qu'on voit la BD, c'est comment, je sais pas combien dure cette scène, par exemple, de la rencontre entre Mathilde et Nicole, mais bon, elle est forcément plus longue. Et là, dans la BD, en quelques planches, on arrive à restituer toute une série de choses où il faut beaucoup de mots pour le décrire. C'est-à-dire qu'il faut à la fois décrire ce front de mer de Dieppe, et donc c'est une ambiance particulière. Il faut décrire que, évidemment, Mathilde va venir presque s'acoquiner dans un quartier qui n'est pas le sien. Évidemment, elle n'est sans doute jamais venue commander des frites, etc. Voilà, elle est en position de défense alors que c'est effectivement Nicole qui est en position de défense. Enfin, il y a beaucoup de jeux qui se jouent là. Et effectivement, là, le dessin rend immédiatement ça dans une espèce de scène de western entre les deux grands-mères. Donc voilà, donc je trouve que enfin, à la fois, je pense que la scène au départ a quelque chose de fort, mais après, le dessin et le storyboard permet effectivement de le rendre. Et je trouve que dans cette BD, il y a beaucoup comme ça de scènes très, très, très fortes d'affrontements qui sont effectivement très, très bien mis en scène. En tout cas, ça, c'est. Donc ça, ouais, moi, je l'apprécie beaucoup parce que il y a quelque chose d'assez curieux. Il n'y a plus de mots, mais enfin moi, je ressens vraiment l'intention que j'avais voulu donner à cette scène et à beaucoup de scènes dans le roman. Je la ressens vraiment dans le dessin. Et une autre scène, par exemple, mais il y en aurait beaucoup à citer, hein, mais par exemple les scènes où Lily est toute seule, où elle se retrouve avec les deux jumelles dans le parc, Montsouris, etc. Aussi, c'est des scènes qui, à écrire, étaient assez étranges. Enfin, il y avait quelque chose qu'il fallait faire ressentir. Et là, le dessin le fait ressentir presque mieux que les mots, quoi, cette étrangeté. Et puis sans oublier le moment où comment dire,
où Marc et puis Malvina arrivent en haut du Jura et sur la partie dégagée de la forêt où il y a eu le crash. Et effectivement, c'est un moment fort du roman où, voilà. Mais là, il faut mettre des mots, il faut mettre quelque chose. Et là, le dessin est magnifique parce que là, il y a une espèce comme ça de truc. On est avec eux face à l'inconnu, face au pèlerinage, face à tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est très puissant. Enfin, moi, je m'aperçois que la BD est extrêmement puissante parce qu'en une planche, 3-4 cases, on les voit partir, grimper, arriver. Et là, on a, voilà, une nouvelle fois, quand on écrit le roman, on prend 4-5 pages pour arriver à créer une espèce d'effet comme ça, d'émotion pour le lecteur. Et bien, la BD permet de le faire comme ça, quoi. C'est même assez impressionnant. Moi, l'adaptation de cette scène des deux femmes, en fait, j'ai essayé justement que ça ne soit pas que deux femmes qui se parlent. La mise en scène, qu'est-ce que j'ai pris comme axe? Là, juste avant, on a la victoire de Mitterrand. Et il y a un mix qui est dans le roman, c'est la victoire de Mitterrand, comme je ne sais plus la formule, comme une fatalité, comme une revanche. Voilà. Donc, il y a toute cette ambiance qu'on a connue. Enfin, ouais, je crois que vous êtes assez peu près. Ouais, j'ai connu. Et donc, on a connu cette euphorie en 81. Et donc, il y avait dans le roman ça. Et donc, j'ai eu l'idée pour que quand Mathilde arrive à Dieppe, la ville populaire, pas possible, elle est juste au lendemain de la fête. Et il y avait donc cette affiche de Mitterrand qui traîne par terre et elle la piétine avec son talon et elle lui crève un œil, quoi. Ça c'était vraiment l'axe. Je m'étais dit, voilà, elle est tout de suite. Parce qu'après Mathilde, moi, c'est le personnage que je préfère quasiment dans l'adaptation. J'adore ce personnage. Et elle est méchante, elle est manipulatrice, elle est ce qu'on veut, mais c'est aussi une femme des années 70, quoi. Elle a du pouvoir, mais bon, voilà. Et donc, moi, je me suis pris j'ai beaucoup d'affection pour elle, mais alors il fallait la montrer impitoyable, prête à écraser le peuple. Et donc, j'étais bien content de cette petite idée visuelle de l'affiche de Mitterrand qui traîne de la fête de la veille et clac, elle lui crève un œil. Il devient Le Pen d'un coup. Alors, une scène que j'aime beaucoup aussi, c'est la double page. Alors, je ne sais pas si vous la voyez ici, où en fait on retrouve chez Lily et chez Mathilde à peu près les mêmes expressions et on dirait qu'on demande au lecteur, alors, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est sa petite fille ou pas? Les expressions de colère, d'étonnement, et on retrouve exactement les mêmes expressions de visage chez les deux femmes en fait. Et donc là, je me dis, mais moi en tant que lecteur, j'ai l'impression qu'on prend en partie en me demandant ce que j'en pense, si vraiment c'est sa petite fille ou pas. C'était l'idée ou pas? Alors, non, c'est Nico qui a fait ça. Moi, j'ai pas forcément mis en scène comme ça. Non, je serais tenté de vous dire que j'y avais pensé dès le départ, mais je m'en suis rendu compte maintenant quand tu as montré en toute sincérité, je m'en étais pas rendu compte. On a des gimmicks de dessinateurs comme ça quand on veut créer de la tension. Alors, en général, on essaie de faire en sorte qu'ils ne se trouvent pas dans des pages qui se suivent. Mais enfin, là, en l'occurrence, quand elles se font face, ça fait un effet écho. Mais en toute sincérité, ce n'était pas voulu. À moins de croire qu'on fait les choses inconsciemment. Inconsciemment, forcément. Bah oui, bien sûr. On peut toujours s'en sortir comme ça. Voilà. Mais en tu veux vraiment un effet miroir, tu tournes la page, tu vas en 93. Et là, il y a un effet miroir avec la première case de la 93 et la dernière. Là, il y a un verre qui se casse chez les vitrales et une tasse qui se casse. Tu vois, ça, c'est un vrai effet miroir, avec une parenthèse, en fait. Celui-là, il est voulu. Ça, c'est voulu, ouais. Ça, c'était voulu. On a eu la chance d'avoir les épreuves et on a vu, Nicolas, que tu faisais pas mal de suggestions quand même à Fred au niveau de la mise en scène. Est-ce que tout est retenu ou est-ce qu'il y a un vrai jeu de ping-pong entre vous deux pour savoir ce qui est mieux ou pas? Ouais, bah, c'était une sorte de ping-pong. Alors moi, j'ai pris le parti quand même de jouer le jeu, c'est-à-dire de faire confiance au choix de Fred et de ne pas essayer comment dire, de mettre mes dessins au service de ce récit, de cette ambiance, de ce rythme qui était le sien, qui venait du bouquin de Michel et qui était mis en place par Fred, quoi. Je pense que si on essaye à chaque fois de donner son avis ça peut entraver le travail plus qu'autre chose. Mais sur certains points très précis, quand je me disais là vraiment il y a un truc qui pourrait servir le récit de manière objective, quoi. Je le proposais et dans ces cas-là, en général, c'était
c'est valable. accepté, ou en tout cas, on en discutait et, euh, et on arrivait à une décision collective et collégiale. Ouais. Partir en 172 pages pour 172 pages avec quelqu'un qui n'a jamais travaillé, voilà, qui est un peu plus jeune, etc. C'est une vraie aventure. Et quand ça fonctionne, bah, c'est génial, quoi. Parce que, en fait, au début, on a eu beaucoup de discussions sur la mise en scène parce que il y a un truc très important qui était pas forcément, qui était très impressionnant pour moi, c'est que quand j'ai lu La Pâle la nuit, je me suis dit, le dessin est bien, mais il est aussi fort en scénar qu'en dessin. Et c'est pas souvent que je travaille avec des dessinateurs qui sont eux-mêmes scénaristes. Généralement, bah, ils font eux-mêmes leur scénario, donc ils n'ont pas besoin d'un gars comme moi, quoi. Et donc là, quand un dessinateur accepte de collaborer avec un scénariste, effectivement, ça peut très bien mal se passer parce qu'il peut avoir ces réflexes de scénariste qui ressortent et du coup créer une espèce de conflit dans l'adaptation. Là, pas du tout. Pas du tout. Ça s'est vraiment, 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 vraiment bien passé. C'est pareil, l'auteur, là, j'ai la chance d'avoir Michel Bussy, quoi. Il y a des auteurs, tu peux pas, enfin, moi, des copains m'ont raconté, tu peux pas discuter avec eux parce qu'ils veulent qu'il y ait tout. Et Michel, j'ai tout de suite vu pendant les Nymphéas que c'est quelqu'un qui a confiance. Et ça, c'est déterminant. Donc, quand la confiance est là, bah, du coup, ça permet d'enrichir énormément le travail parce qu'il est disponible et il ne va pas me dire « Ouais, mais non, mais là, tu as oublié de ce truc-là. » Il ne regarde pas ça. Il relit et puis c'est du ressenti, presque de premier lecteur, finalement. Ça, c'est vachement intéressant. Enfin, Michel, je pense que pour toi, ça va être marrant quand même à faire ça. Ouais, et puis c'est vrai que là, je trouve que sur cette BD, d'ailleurs, bien plus que sur Nymphéa Noir, on a vraiment travaillé à quatre avec Cédric, et voilà, clairement, hein, toutes les étapes étaient discutées à quatre avec des synthèses. Et moi, j'ai beaucoup appris à lire, notamment Cédric et Fred, qui réagissaient au dessin de Nicolai. Et donc, moi, voilà, à la fois, je regardais, et puis après, au fur et à mesure, je me sentais de plus en plus à l'aise pour réagir aussi sur sur du montage, sur des effets de répétition. Et puis même chose sur le texte, où voilà, je me sentais à l'aise pour ajouter, pour couper, enfin pour suggérer. Et c'est vrai que c'était vraiment, il n'y a pas eu de problème, c'est-à-dire qu'on tombait assez facilement d'accord sur les petites choses qu'un seul des quatre avait vues, mais qui amélioraient l'ensemble. Donc ça, non, c'était un travail où moi j'ai beaucoup appris. Et puis, bon, voilà, c'est pas un secret, hein. Moi, je suis un gros lecteur de BD, ça l'a toujours été. Je pense que mon écriture a aussi beaucoup été influencée par la BD. Et tout de suite, je me sens assez à l'aise par exemple, sur le texte, où on travaille avec Fred, évidemment Fred qui fait 90% du travail. Mais quand je relis le texte que Fred propose, ça m'arrive, je pense, plus souvent de couper que de rajouter. C'est-à-dire de dire, bah, tiens, là, cette phrase, on peut encore élaguer. Voilà, il n'y a pas besoin. C'est trop. Voilà, il n'y a pas besoin. C'est trop. Là. Et donc, je me sens à l'aise dans mon rôle d'écrivain, en me disant, bah non. Enfin, je pense avoir intégré le réflexe de la BD qui consiste à dire, là, il n'y a pas besoin. Quoi. Là, on peut être plus percutant. Et parfois, évidemment, aussi, je vais rajouter des choses. Et donc, ça, là aussi, c'est une chouette expérience de pouvoir travailler. Et a priori, j'ai pas beaucoup de souvenirs où on ait eu du mal à se mettre d'accord. Généralement, voilà, l'idée était acceptée. Voilà, quand il y avait des sortes de petites incompréhensions, quoi. Après aussi, je pense être aussi le lecteur lambda qui fait que, comment dire, parfois je trouve que sur la BD, ce que j'aime beaucoup dans cette BD, c'est qu'elle est fluide, et souvent dans des BD policières où les histoires sont un peu touffues, il y a des moments où ça peut être compliqué à suivre. Je prends un exemple, c'est le moment des révélations des deux tests ADN, où là, l'histoire devient un peu compliquée. Il y a un test, il y a un second test, qui l'a eu, pourquoi, etc. Donc, je pense qu'il fallait que ce soit hyper fluide. Et là, le fait qu'il y ait plusieurs lectures permet qu'à un moment donné, on se dise, il n'y a pas de doute, on suit l'affaire. Parce que moi, je suis un lecteur qui ne supporte pas quand il faut relire 3 fois la case parce qu'il y a un petit détail qu'on n'a pas vu, qu'il fallait faire gaffe, etc. Et donc, moi, je suis plutôt de ces lecteurs où il faut nous prendre par la main et voilà, et on regarde là où on dit de regarder, quoi. Et ça, effectivement, la lecture à 4 était très riche parce que sur un certain nombre de points comme ça, on a essayé de trouver
exactement la case juste qui permettait le compromis entre le lecteur va comprendre sans qu'on soit trop démonstratif. Quelques mots sur la couverture. Bon, vous la connaissez, mais je la montre quand même. Avec Lily, pas mal, hein, je la découvre. Lily qui semble sur un fil hein, à la recherche d'un équilibre ou à deux points de tomber. La poutre dans le titre. Elle est venue rapidement, cette couverture. Comment vous l'avez travaillée? 3 minutes. C'était le plus fastidieux. C'est comme ça. Les couves, ça peut venir en 3 minutes. Il y a un rough, ça tombe. Non, mais c'était hyper intéressant. Alors on a vu assez vite, Cédric et moi et Nicolas, que ça allait être compliqué. Pas parce qu'on n'avait pas la capacité de la penser, c'est parce que le roman est très compliqué. Le roman est très compliqué. On a une héroïne qu'on ne voit quasiment jamais. Un personnage central qui n'est pas le héros. Un détective qui parle en voix off, et finalement un bébé, un crash d'avion. Enfin, il y avait comme ça un tas d'éléments, et on s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué. Donc, on a mis un peu Michel de côté pour avoir un avis à un moment, parce qu'on savait qu'on allait ramer. Et donc, de voir un peu sa réaction. Alors bon, je passe les détails, mais c'est intéressant, hein, Nico. Les graphistes de Glénat ont beaucoup contribué. Ouais. Hommage soit rendu aux graphistes qui ont vraiment joué un rôle particulièrement dans cette dernière mouture qui a été retenue et dont on est tous assez contents, je pense, et qui est une vraie couve de graphiste, si on peut dire, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc assez épuré, assez classieux. Enfin, je trouve, et je le dis d'autant plus tranquillement, sans avoir peur de sembler immodeste, que c'était vraiment un travail collectif. Et d'ailleurs, l'idée n'était pas du tout de moi. Et oui, comme disait Fred, ça a été particulièrement long. Je n'ai pas souvenir de les couvertures, ça peut être assez compliqué, et je n'ai pas souvenir d'avoir. Ça a vraiment pris des mois, quoi. Et il y a des moments où c'est rigolo parce qu'on essaye plein de trucs. Il y a des moments où ça peut être un peu désespérant. Et puis finalement, quand on est arrivé à ça, c'était. Et alors, pour la position de Lily sur cette couverture, c'est rigolo parce que bon, depuis, j'ai eu l'occasion de la montrer à quelques personnes et je récolte comme ça des avis pour mes statistiques personnelles. Et alors, il y a des gens qui voient ça comme une position enfantine, comme un enfant qui jouerait à la marelle ou quelque chose comme ça, ce qui peut être un lien, parce qu'il y a le lien entre Lily enfant et Lily adulte, jeune adulte dans l'histoire. Il y a peut-être qu'elle est une libellule, peut-être qu'elle se tient effectivement en équilibre entre deux mondes, deux familles, etc. Enfin, tout ça marche, mais en fait, l'idée était qu'elle imitait un avion, qu'elle jouait à l'avion, quoi. Enfin bref, mais donc il y a une multitude de possibilités, chacun choisira la sienne. Voilà. Et donc, moi, vous avez compris, ils m'ont complètement mis hors du coup. Parce qu'en fait, je suis nul sur les couvertures, sur d'un fer noir, je ne suis pas content, etc. Enfin, donc ils m'ont complètement éjecté de l'affaire et ils m'ont juste montré le produit fini. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ça, j'ai dit waouh. Voilà, non, mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu d'hésitation, quoi. Quand j'ai vu le produit fini, j'ai trouvé ça, les sublimes. Enfin, voilà, j'ai pas eu un truc à redire, quoi. Voilà. Après, on a discuté un peu les couleurs, les trucs, mais en tout cas, voilà, tout de suite, je me suis dit, ouais, bien joué les gars. La couve de Nymphéa avait été compliquée aussi parce que, évidemment, Michel et Didier, et moi aussi, hein, au départ, ça nous semblait tellement logique de mettre Stéphanie en couverture, les Nymphéas noirs. Et le souci qu'il y a eu, qui nous est apparu assez vite, alors à José-Louis Bocquet et moi, moins aux deux autres, mais c'est que ça ne marchait pas. Ça marchait pas. On a eu Lily à vélo, on a eu Lily dans les machins, dans les trucs. Stéphanie. Et il n'y avait pas l'impact polar du roman, parce que Nymphéas noir, c'est un roman presque plus dur, hein, que Un avion sans aile, finalement. Le meurtre est quand même terrible. Il y a cet assassinat à l'hôpital par cette vieille dame. Il y a vraiment des séquences qui sont très, 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 très polars. Et c'est pareil, c'est en discutant avec le maquettiste, le directeur artistique Dupuis, qui lui a dit, mais peut-être qu'on pourrait
y aller vraiment dans le polar. Et dans ce cas-là, on a un cadavre dans les nymphéas. Oh, moi, je dis waouh. Et puis finalement, moi, je trouve qu'elle fonctionne vachement bien. Alors, voilà, c'est pas une couve glamour. Mais il fallait prendre le risque. Et puis, voilà, par moment, une couve, ça ne tient pas à grand-chose. Mais là, celle d'un avion sans aile, moi, c'est la plus dure de ma carrière. Enfin, je n'ai pas participé à toutes les couvertures de mes bouquins, mais dans celles auxquelles j'ai un peu pu donner mon avis, c'était quand même. Mais voilà, ça vaut le coup par moment. C'est-à-dire que tout a tellement été finalement assez fluide dans la réalisation de ce bouquin. Et là, en 172 pages, il fallait quand même les dessiner, donc c'était long. Mais tout a été relativement, très, très fluide en fait. Qu'il fallait bien qu'on se heurte à quelque chose, quoi. Et bon, quand c'est la couve, ça va. C'est un moindre mal, quoi. Voilà. Mais moi, je l'aime bien. Je ne sais pas quel impact ça va avoir chez les libraires qui sont plus habitués. Là, on est vraiment dans le compromis, je trouve, entre le cinéma, la BD, le roman, on ne sait pas trop. Et je trouve que visuellement, elle va vraiment se détacher dans tout. Et tout ce qu'on voit chez les libraires aujourd'hui, c'est difficile aussi. Il faut avoir une première existence dans la pile, quoi. Et voilà. L'idée d'une création originale pour la BD, c'est quelque chose qui vous fait envie? Ouais, même plus que cela, puisqu'on y travaille avec Fred. Hein, on est dessus. Je ne sais pas jusqu'où on peut en parler, mais en tout cas, tu peux y aller. On est dessus. Donc, on est en train de créer effectivement une BD originale qui s'appelle Avril, qui est plutôt une BD historique. Et voilà, donc on a bien avancé l'épisode 1. Ça sera une saga en plusieurs tomes et on s'éclate. Voilà, c'est fait du puits, par contre. Ok, d'accord. Laurent, tu avais un petit mot? Non, moi, ce que j'ai apprécié, c'est le dosage entre les types de séquences, que ce soit la voix off, les séquences sans texte du tout, ou les dialogues. C'est justement ce qui contribue à tout rendre, à tout que la lecture se passe bien, quoi. Ouais, mais c'est dans ces adaptations là. Cette semaine, je vais attaquer Maman à tort, donc de Michel, qui se fera chez Glénat. Je n'ai pas encore de dessinateur, mais je suis en train d'attaquer l'adaptation. J'espère me rendre une première copie d'ici 3 semaines, un mois. Et oui, tout passe par les dialogues. Justement, il faut arriver à garder l'essence tout en réduisant énormément le descriptif, évidemment, mais aussi les dialogues. Et bon, pour l'instant, on n'a pas encore eu de réaction sur Un avion sans aile, outre les vôtres. Mais sur les nymphéas, moi, j'ai souvent entendu « Ah, c'est super, hein, vous avez gardé tous les dialogues de Michel Bussy. » Et ça, c'est un beau compliment parce que oui, bien sûr, j'ai tout gardé. Il y a 600 pages, j'ai tout. Et en fait, non, mais c'est un bel hommage parce que ça veut dire qu'on a à peu près correctement bossé, Casgrain et moi, quoi. Et la partie de coupe, là, sur Un avion sans aile, il y a carrément, c'était un peu plus délicat parce que dans L'Enfer Noir, j'ai quasiment tout gardé sauf des scènes qui étaient vraiment trop anachroniques, en fait, où il a fallu bricoler. On ne pouvait pas faire croire aux gens qu'on était en l'an 2000. Et voilà. Donc, par exemple, toutes les scènes chez Silvio, l'assistant, dans le roman, il y a toute une séquence que j'adorais dans le roman où il montre ça, il a une collection de barbecue. Je trouve l'idée carrément géniale, quoi. Et ça là, c'est un crève-cœur d'enlever ça parce que le barbecue, c'est visuel. La séquence est géniale dans le bouquin. Et j'ai tourné autour. Et je me suis dit non, ça va desservir la BD. Et là c'est un peu, quand tu as un peu d'expérience dans le scénario, c'est ça. C'est non pas d'avoir les idées, c'est de savoir retirer ce qui ne va pas, quoi. Et donc, là, sur Un avion sans aile, c'était encore plus délicat parce qu'il y a carrément un personnage qui a sauté. Carrément, Nazim, en fait, a une épouse et qui mène une enquête parallèle. Et donc, il y a une boucle dans l'histoire et qui donne un meurtre de plus, etc. etc. Et ça, là, là, on arrivait à 200 planches, quoi. Et c'était pas possible. Et dans le rythme de la BD, je trouve pas ça gênant qu'elle y soit pas, en fait. Là, on garde un truc un peu plus centré sur la cavale de Marc. Et puis, finalement, cette course-poursuite qui n'en est pas une, mais on se rend compte finalement à la fin qu'il y a une course-poursuite. Je ne vais pas tout révéler.